Si vous prenez une sonde et que vous enfoncez votre sonde dans mon corps, derrière mes circonvolutions cérébrales, qui sont à peu près celles d'Homo sapiens, qui ont tant de centaines de milliers d'années, il y a des circonvolutions plus profondes qu'on appelait autrefois le cerveau reptilien. Et ces circonvolutions-là correspondent à une évolution qui a dû avoir lieu il y a quelques millions d'années. Si vous enfoncez la sonde plus profonde, vous allez taper sur l'os. Qu'est-ce que c'est cette partie solide? Ah oui, c'est l'explosion du Cambrien. À l'explosion du Cambrien, les vivants mous ont constitué à l'intérieur d'eux des parties dures. Et mes parties dures datent à peu près de cette époque. Mais si vous enfoncez encore jusqu'au niveau cellulaire, vous allez vous apercevoir que je porte des ADN, des ARN, qui eux sont nés il y a 3,8 milliards d'années. Et si vous enfoncez encore plus dans la molécule, vous allez tomber sur 4 atomes principaux de la vie, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, qui ont été cuits dans la fournaise des galaxies il y a des milliards d'années. Quel âge j'ai? Je dois probablement avoir l'âge de l'univers. Où sommes-nous dans l'univers? Nous sommes ici, d'abord sur Terre, au milieu de l'océan Pacifique, sur une montagne, 4200 mètres d'altitude, le Mauna Kea, un volcan éteint, et tous ces télescopes sont des sentinelles avancées de l'humanité pour regarder les profondeurs de l'univers. Tout près de nous, la Terre dans le système solaire, en orbite autour du Soleil, avec ses 7 autres planètes compagnes, de Mercure à Neptune, et cette petite étoile qu'est le Soleil au milieu de notre galaxie, ou plus exactement un peu sur le bord, avec quelques milliards d'autres étoiles qui forment cette immense galette aplatie qu'on appelle la Voie lactée, la galaxie que nous voyons la nuit ici à Mauna Kea et partout sur Terre. Et puis cette galaxie elle-même, l'une des composantes d'un amas de galaxies, le nôtre, lui-même l'un parmi des milliers d'autres amas de galaxies, sorte de rassemblement local de galaxies qui peuplent l'univers. Pour observer ces objets très lointains, nous utilisons la lumière qu'ils ont émise, mais la lumière met du temps à voyager, 300 000 km par seconde. Ça va représenter pour les objets les plus lointains que nous soyons capables d'observer avec ces instruments, près de 13 milliards d'années de voyage de la lumière. Ce que nous voyons très loin, c'est aussi ce qui a existé il y a très longtemps. C'est-à-dire ce qui n'existe plus. C'est la réflexion sur ce problème qui a conduit Einstein à concevoir la relativité. Einstein était chargé au bureau des brevets à Berne de vérifier la possibilité de synchroniser les horloges des chemins de fer suisses. Et il s'est posé la question, si j'ai 2 horloges situées aux 2 bouts de la Suisse et que je veuille être certain qu'elles donnent la même heure, il faut pour cela qu'un signal puisse partir de l'horloge A vers l'horloge B instantanément. Einstein s'est dit, mais est-il possible que A communique instantanément avec B? Et la réponse à laquelle il est arrivé est de dire il faut que j'utilise de la lumière pour se propager de A à B. Mais la lumière se propage à 300 000 km par seconde. Donc, un certain temps très court séparera l'émission du signal par la première horloge de la réception par la seconde. Il en est de même quand je vous regarde. Je vous vois très légèrement plus jeune que vous n'êtes à cet instant simultané que je ne saurais saisir, pour la raison semblable à celle des horloges suisses. Eh bien, dans l'univers, il en est de même, sauf que les distances étant beaucoup plus grandes, des millions de kilomètres, des centaines de milliards de kilomètres, eh bien, le temps que va mettre la lumière à voyager de A à B, où A et B sont maintenant 2 galaxies distantes, où le fond de l'univers et la Terre va être désormais décompté en heures, en jours, en mois, en années, en siècles, en millénaires. La taille du système solaire, elle se compte en minutes-lumière, 8 minutes pour le Soleil, ou en dizaines de minutes-lumière, la planète Mars, ou en heures-lumière pour les confins du système solaire. Heure-lumière, ça veut dire
temps de voyage de la lumière pour nous parvenir depuis ses confins. Mais l'étoile la plus proche, sa distance se compte en années-lumière, plus précisément un peu plus de 4 années-lumière. C'est l'étoile qu'on appelle Proxima. Elle se trouve dans la constellation du Centaure. C'est l'étoile la plus proche. Pourquoi c'est si grand un télescope? En astronomie, on a cet avantage unique qu'on peut remonter dans le temps en regardant très loin. Pour regarder très loin, il faut des gros télescopes, puisque plus on regarde loin, et moins il y a de lumière. Avec ce télescope, vous observez des exoplanètes, des planètes hors de notre système solaire? Ça a commencé en 1995 avec la première découverte d'une exoplanète autour d'une étoile similaire au Soleil. Maintenant, on en connaît à peu près 300. La liste continue de s'allonger. La chose la plus intéressante, c'est que les premières exoplanètes qu'on découvrait, c'était des planètes très grosses, des planètes de type Jupiter. Maintenant, les techniques s'améliorent et on commence à découvrir des planètes qui sont de plus en plus proches de ce qu'est la Terre. Je travaille en particulier sur des techniques pour prendre des images de ces planètes. Prendre une image, c'est le seul moyen de vraiment comprendre ce qui se passe physiquement à la surface de ces planètes, quelle couleur elles ont, quelle taille elles ont, quelle est leur masse, leur orbite. Et puis la chose la plus excitante, c'est essayer de voir s'il y a dans leur atmosphère des gaz qui montreraient qu'il y a une activité biologique. Elles sont loin de nous? On cherche ces exoplanètes autour des étoiles les plus proches. Ce sont les étoiles qu'on voit la nuit quand on sort dehors et qu'on regarde le ciel étoilé. Ce sont des étoiles qui sont visibles à l'œil nu. Typiquement, ce sont des étoiles qui sont à 10, 20, 30 années-lumière. Donc à la vitesse de la lumière, il faudrait quelques décennies pour aller à ces étoiles. Toutes les étoiles ont un cortège de planètes? On commence à avoir des indications que la plupart des étoiles ont un cortège de planètes. Vous avez deux télescopes reliés l'un à l'autre. Pourquoi? The unique reason is in order to be able to combine the light of the two telescopes using a technique called interferometry that lets us see amazing detail on the structure around the stars or stars forming together or the center of our galaxy by the separation between the telescopes.
Quel type d'observation avez-vous fait avec ce télescope? That personally excites me the most, even though it's not my own field of expertise, is finding planets around nearby stars. As the planet orbits around a star, the star moves in the opposite direction, a very small amount, to compensate for the motion of the planet orbiting around it. And we detect this very small motion. We can detect the speed that the star is moving approximately of the order of the speed of a person walking. And some planets are easier or harder to detect. The more massive the planet is, the easier it is to detect. And if there's multiple planets, it gets harder to find them all around a star. Planets are quite common. They're not rare. 20 or 25 years ago, you might have thought that planets were rare. Our solar system was a particularly special event, perhaps even as dramatic as calling it something like an accident. And we now know that no, planets are an integral part of forming stars. And these other solar systems, do they have an architecture that's similar to the architecture of our solar system, with the small rocky planets closer to the sun and the gas giant huge planets like Jupiter further out? And indeed, astronomers are finding that other solar systems are different. They're a rich zoo of solar systems out there. L'astrophysique a évolué dans ces dernières décennies vers une science d'objets, vers une science de statistiques. On n'observe plus une seule galaxie, mais des centaines de milliers de galaxies à la fois. Il faut des grands nombres. Voilà, l'astrophysique, c'est la physique des grands nombres en ce moment. Et donc, il vous faut un gros panier à lumière. Et là, on a évolué vers des caméras à très grand champ. Et sur une pause de 1 heure, on va capturer 60 000 galaxies. Quelle découverte avez-vous faite? On sait que l'univers est en expansion, il devient de plus en plus grand, mais cette expansion semble accélérer. Accéléré? Comment le sait-on? On a lancé un grand programme d'observation pour observer le plus possible de supernovae. Les regarder exploser, même quand elles sont très loin, et puis regarder leur courbe de lumière, regarder comment elles évoluent. Et avec ça, on a vraiment confirmé cette accélération de l'univers, et surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on a précisé ses paramètres. Mais qu'est-ce que c'est une supernova? Une supernova, c'est une étoile qui s'effondre sur elle-même, puis rebondit et disperse sa matière dans l'espace. Elle atteint alors un éclat extraordinaire, puisque quand il s'en produit une dans notre galaxie, elle est visible en plein jour. Les supernovas ont une propriété remarquable qui est d'avoir toutes le même éclat, la même quantité de lumière émise. En mesurant l'éclat apparent, on en déduit la distance. Il se produit environ une supernova par siècle et par galaxie. Donc, en observant beaucoup de galaxies, on aura une répartition en distance de ces supernovae. Mais en même temps, on connaît leur vitesse, puisque l'expansion de l'univers qui éloigne les galaxies les unes des autres permet d'assigner à chacune de ces galaxies une vitesse. Une vitesse, une distance, une date, puisque, observant à différentes distances, on observe différentes tranches de temps, on peut mesurer la variation de la vitesse d'expansion au cours du temps, au cours de l'histoire de l'univers. Et cette mesure, confirmée dans les années récentes sur plusieurs centaines de supernovae, donc de galaxies, conduit à ce résultat remarquable: l'expansion accélère au cours du temps. Comment est-ce possible? Faut-il postuler l'existence d'une pression du vide? C'est ce que les astrophysiciens font en parlant d'énergie noire, sans trop savoir de quoi il pourrait s'agir.
Ce télescope a deux miroirs. Pourquoi? The intention of that was ultimately to combine the two beams from the two sides as if they were acting like one perfect optical telescope. And when you do that, you get a resolution that's 10 times sharper than Hubble Space Telescope. You do need to compensate for the fact that there's a whole atmosphere above us which is distorting the light that comes from outer space, and we have to compensate for those distortions. Unique to this telescope is the approach of having that deformable surface, which changes shape almost 1,000 times a second to cancel the atmosphere's blur. That deformable surface is actually the secondary mirror of the telescope itself. Les astronomes expliquent l'accélération de l'expansion de l'univers par une énergie noire. Il y a autant de cette énergie noire que d'étoiles, de galaxies dans l'univers? The excitement is that there is enough of this dark energy, whatever it is, to explain the missing energy density between dark matter and the total as measured. So that was the real excitement 10 years ago. Vous dites matière noire. Qu'est-ce que c'est la matière noire? Early on, even back in the 1940s, people recognized that you couldn't add up the optical light and get enough material to bind the galaxies together in a cluster of galaxies because the relative motions of these galaxies swarming around each other was too fast. There was something else binding that cluster. And so that's the beginning of doing a census for dark matter, for some kind of gravitating matter that is not atoms, that is not locked up in stars and gas, that binds material together. Very challenging surveys allow you to look at how the shapes of galaxies are just slightly distorted by unseen material on the line of sight between us and that distant galaxy. And when you sum up all that material, it gives us an idea of the dark matter density in the universe. And indeed, that accounts for a quarter or 30% in that neighborhood, and they have very precise numbers for it, of how much dark matter. Then the question is, what's left? In the fullness of time, the force of expansion and the force of gravity balance, and so that tells us how much mass energy there is. We then can do a very careful census with ground-based telescopes, such as this one, and say, how much known matter, the stuff you and I are made of, how much is that? It's 3%, it's a 4%. It's a very small fraction of the measured mass energy density of the universe. I'm sorry, Dave. So now, many big telescopes will be used for this purpose. There's a lot of work to do. We now want to understand in detail. This moves us into the realm of precision cosmology. So both wide-field survey telescopes and individual follow-up of faint objects with big telescopes are going to be needed to start cracking that problem. It's important to remember, we do not know what dark matter is, and we certainly don't know what dark energy is. And so the whole field of physics is now energized by the quest to figure out if we live in a universe dominated by matter and energy that we don't understand, and we don't really have any counterpart in earthly laboratories. So it's very exciting times.
les astronomes européens avaient découvert des merveilleux cieux dans les Andes au Chili. Alors il a fallu prendre cette montagne, scier le sommet, pour avoir quand même une plateforme sur laquelle on a pu placer les télescopes. Ce sont 4 télescopes, dont chacun a un miroir de 8 mètres de diamètre. Quand vous prenez votre miroir du télescope, que vous regardez par là ou que vous regardez par là, il est posé différemment, et la gravité a un effet, ça le déforme. Et ceci déforme les images. En plus, il y a le vent qui va, qui vient. Et donc, le VLT a un système qui corrige chaque fois la forme du miroir, disons à peu près 1 ou 2 fois par seconde, pour que les images soient plus claires. C'est ce qu'on appelle l'optique active. Donc l'optique active, ça vous corrige du vent, de la gravité, etc. Mais, ça ne permet quand même pas d'atteindre avec ce télescope des images avec une résolution dans le ciel qui sont le mieux que l'on peut faire avec un télescope de cette taille. Et ceci pourquoi? Parce que vous avez évidemment, entre le télescope et le ciel, vous avez notre atmosphère dans laquelle il y a de la turbulence. Quand on veut aller au maximum des images, il faut quand même le corriger. Et ça, on le fait avec un autre miroir que l'on ajoute dans les instruments, qui corrige des effets de la turbulence de l'atmosphère. Alors ça, c'est l'optique adaptative. On peut mettre l'œil à ce télescope pour regarder le ciel. Galilée mettait l'œil au télescope pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'avait pas de plaque photographique, pas de détecteur photoélectrique de lumière, comme ont nos modernes caméras ou appareils photographiques, et que l'œil, par ailleurs, est un outil extraordinairement sensible pour détecter la lumière. Il est rare qu'on mette l'œil derrière un de ces immenses télescopes, c'est même pas recommandé, car ils ont une capacité de collecter la lumière telle que même en regardant une étoile brillante comme Sirius ou Vega, eh bien on serait très rapidement ébloui, comme si on avait regardé le soleil en face. C'est la lumière des étoiles qui se reflète dans le miroir du télescope. Et le miroir fait l'image de l'étoile sur une caméra ou sur autrefois une plaque photographique. On peut dire qu'un télescope n'est rien d'autre qu'un gigantesque appareil photographique. Vous faites aussi de l'interférométrie, ces télescopes fonctionnent ensemble. Quand on fait l'interférométrie, on peut avoir jusqu'à 4 télescopes en même temps qui regardent la même chose, et on amène le signal qui est reçu par chacun des télescopes, on le transporte dans un tunnel qui est comme un petit train électrique absolument idéal, parce qu'il faut que tout ceci soit plat avec une précision totalement diabolique, de façon à ce que le signal sur chacun des télescopes arrive exactement en phase à l'endroit où vous avez l'instrument. Donc l'instrument, il y en a un seul qui reçoit la lumière des télescopes, et vous déplacez des petits miroirs pour rallonger ou raccourcir le parcours de la lumière de l'un ou l'autre télescope. Finalement, tout ça arrive complètement en phase à l'instrument, vous mélangez tout, ça vous donne un signal qui a une forme de ce genre, donc nous appelons ça des franges, ça ressemble tout à fait à un peigne. De la forme de ces franges, de leur largeur, nous pouvons tirer des informations sur la structure de l'objet qu'on regarde dans le ciel. Lorsqu'on a pu installer un instrument avec optique adaptative, le premier essai a été fait pour poursuivre un programme qu'un groupe allemand faisait déjà depuis une dizaine d'années, qui était de suivre en détail le parcours d'étoiles qui sont très proches du centre de notre galaxie. Il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'il y a au centre de notre galaxie. On sait qu'il y a une très importante source d'ondes radio. Plus tard, on a vu qu'il y avait aussi des émissions de haute énergie, donc on pense probablement c'est un trou noir auprès duquel une accélération de particules. Enfin, probablement, mais sait-on jamais. Donc, première chose, c'est de déterminer une masse. Et comment on détermine une masse en astrophysique? Eh bien, en regardant ce qui tourne autour.
Vous avez l'orbite de quelque chose qui tourne autour d'un autre objet, et ça vous permet de connaître la masse de l'objet central. Il y a une étoile qui suivait depuis longtemps et qui avait fait comme ça, comme ça, comme ça. Puis ils l'ont perdue de vue quelque temps, ils l'ont trouvée là. Elle avait juste fait le tour. Elle était passée par le périgée, comme nous disons, et en fait, du coup, on pouvait voir que le foyer autour de laquelle elle tournait était là. Elle n'était qu'à 17 heures-lumière de l'étoile que l'on voyait, ce qui est une distance vraiment très très faible. C'est 3 fois la distance entre la Terre et Pluton. Donc là, nous parlons du centre de la galaxie avec des dimensions du système solaire. Et ceci permettait à la fois de tirer la masse de l'objet central, qui est à peu près 2,6 millions de fois la masse de notre Soleil, mais aussi de montrer qu'il était confiné dans un volume si petit que la matière devait être très comprimée, ça ne peut être qu'un trou noir. Qu'est-ce que la lumière? La lumière est un moyen d'échange d'énergie et d'information entre des particules de matière. Quand un électron, par exemple, s'agite dans un atome, il va émettre de la lumière en proportion de son mouvement d'agitation. Et cette lumière, une fois émise, cette énergie, une fois libérée par ce petit atome d'hydrogène, mettons, va cheminer dans le vide de l'espace indéfiniment. Plus on est loin de cet atome ou d'une étoile source de lumière, qui n'est rien d'autre qu'un énorme amas d'atomes, eh bien, l'éclat de l'étoile va diminuer parce que l'énergie émise chaque seconde dans l'espace par l'étoile se dilue dans le vide qui l'entoure jusqu'à des distances immensément grandes, puisque la lumière peut cheminer pendant des millions, des milliards d'années sans être absorbée si elle ne rencontre pas de matière sur son passage. Vous avez découvert un trou noir au centre de notre galaxie. Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? We now know in many centers of Milky Ways, and our Milky Way is just one of many, that there are strange objects in there which produce a lot of light most of the time. The most spectacular ones were discovered about 45 years ago, called quasars. They produce, in a little region which, is of solar system size, 1,000 times, sometimes even 10,000 times more energy than an entire Milky Way with hundreds of millions and billions of stars. And so the general theory or assumption has been that what you have there is a central mass, a black hole, I'll come to that, which then accretes, brings in material onto this large mass, and when the gas comes in, it converts its energy, its gravitational energy, as we say, into light before it disappears. Basic picture is that anything can be a black hole if it's just concentrated enough. So take any mass, yourself, myself, the Earth, anything you like. If you make it compact enough, then the force of gravity is so strong that even light cannot escape. And so that means from the outside, for us outside observers, you cannot observe what's inside. And so you're separated. The two worlds are separate. The galactic center, if anything, is a meager example of what you get to see in other galaxies. Some of these nearby big galaxies have black holes of billions of solar masses, so that's 1,000 times bigger than in the galactic center. And so, in fact,
One part of this very surprising story is that these black holes are common. Almost every galaxy has one. And the next part of the story is, as we look back, because speed of light is finite, it takes time for light to reach us, we look back in time. And we can now follow what happened to these accreting black holes, the quasars, in distant times. And we see that the most active phases of this phenomenon is in the very distant past, at the time when just Milky Ways like ours were forming, and so black holes were already then present in the universe in large numbers. And we understand now, are beginning to understand, that the formation of these black holes was at the same time as the formation of their host galaxies, as we say, and that their interaction with the galaxy is sort of a symbiotic relationship. One gives shelter to the other, but also one disturbs the other. And in fact, the interaction between the black holes and the energy they spew out into the galaxy forms and shapes the galaxies. So by showing this in the galactic center in a convincing manner, we actually give a lot of credence to the theory that quasars also must be a similar kind of a situation. So we cannot make that measurement in quasars. The galactic center takes on the role of a laboratory to do whatever we cannot do way out there. We are now very convinced that there's a black hole. Now we want to play with it. Okay, we want to play with it in a sense like scientists do. Now we cannot, of course, go there and ourselves, but we can, use light, various wavelengths, to tell us more about the environment of these black holes. And we want to improve our capability of zooming into the central region, which is this shroud, this event horizon, and in fact hope to, perhaps in 5 years' time, to make measurements which tell us whether the general relativity of Einstein really is also correct on these very enigmatic scales around the black holes. That can be done, and if we're lucky and nature gives us the right tools, well, we may be able to do that. Vous parlez de la masse d'un objet. Vous voulez dire son poids? Un astronaute sur la Lune, ses atomes, les atomes de son corps, les molécules de son corps sont exactement dans la même quantité que lorsqu'il a quitté la Terre. Néanmoins, nous le voyons sauter avec une légèreté extraordinaire. Pourquoi? Parce que la gravitation due à la Lune est beaucoup plus faible que sur Terre, à peu près 6 fois plus faible. Et donc, l'attraction qui décide de ses mouvements, de la hauteur à laquelle il peut sauter par exemple, est beaucoup plus faible. Ça, c'est le poids. Le poids, c'est la mesure de l'attraction de la Terre ou de la Lune ou de tout autre objet sur lequel se trouverait un voyageur céleste sur la matière de son corps, de l'objet. La masse, c'est la quantité de matière qui se trouve dans le corps de l'astronaute ou dans n'importe quel objet, la Terre, la Lune, Jupiter, etc. See, OT geographical latitude is 11 degrees north. We have put the telescope like this to compensate the
11-degree latitude. So then the telescope rotation axis is parallel to the Earth rotation axis. So that's the beauty of this telescope. And also this telescope can track a radio star for about 10 hours continuously. We can rotate the telescope same as the Earth rotation speed. It has a special wavelength, about 92 centimeter, about meter wavelength. So meter wavelength observations are very difficult in other well-developed countries because of man-made interferences very high. So Ooty is in a very beautiful bowl. It's a natural bowl. So we have put the telescope at the middle of the bowl. So these hills, they prevent interference coming from the big cities. If you want to fish very big fish, your hole in the net should be smaller than the fish. We are fishing or we are studying 92 centimeter. So if our hole is much smaller than 92 centimeter, then surface can reflect 92 centimeter wave actually. It's like a fishing net actually. Quelle découverte avez-vous faite? The Ooty Radio Telescope have been used to study supernova remnant, pulsars, and the solar wind. Solar wind is very important to understand the space weather. For example, at Ooty Radio Telescope, we observe in one day 1,000 radio sources. It's equivalent to putting 1,000 satellites at a different location. And then we map the interplanetary medium or the space between Sun and the Earth to understand the mass ejection coming out of the Sun and how they travel, when they will reach the Earth, what kind of damages they will make to the Earth magnetosphere. It's very big in size, 530 meter long. We take the signal at each part. So we have 1,056 dipoles along the mirror. Behind each dipole, we have a low noise amplifier. So we combine the dipole signal. First two dipoles together we combine, and then 2 plus 2, 4 dipoles. It's a Christmas tree combination. According to Big Bang Theory, when the universe was very hot, 1 billion degrees, 10 billion degrees, energy was so much, and the universe expanded very fast. So hydrogen got formed, the electron proton which formed hydrogen, when the universe was only few minutes old. So 75% hydrogen, 25% helium, only 24 point something, only a small portion of lithium and other light elements. So hydrogen is the building block of the universe. We want to catch these hydrogen clouds before galaxies start getting formed. And so we wanted to catch that era. We can build in India low-cost instrument. Meter wave does not require aluminum sheets. Why not build in India to find the signals of neutral hydrogen? So GeoMarty was built to find how does hydrogen play a role. Il y a 30 antennes réparties sur des kilomètres. C'est pour faire de l'interférométrie? No, you see, you do need interferometer to be able to find size of these sources. And so the neutral hydrogen clouds, the central array is sufficient for it. Compared to VLA, VLA is with rails, you have been there. And so when they want to see something which is large in size, like big galaxies, they bring all the antennas together. And when they want to very high resolution, okay, they expand the camera and they take to over 20, 30 kilometers VLA.
Here we have both together. That's the only telescope in the world which can see diffuse features as well as fine features at the same time. So meter waves, we don't require aluminum sheets because wavelengths are large. The example is simple. If I want to play volleyball, okay, I can play volleyball on where there are a lot of gratings or a lot of holes. Volleyball won't go in the ground. But if I play ping pong ball, I need a very fine surface. So meter wavelength like a volleyball, big wavelength compared to ping pong, which are millimeter waves, centimeter waves. So wind can pass through, but radio waves can get reflected. Now this fine wire mesh, when we got the idea, stainless steel wire mesh like this, was not being, such fine wire mesh, we wrote to Japan, China was not there those years, USA, Europe, many countries, nobody was willing to build wire mesh for this quantity. So we developed that in India. We have exported that to Arecibo telescope. The screen of Arecibo telescope outside is the wire mesh from Bombay, GMRT mesh. It's the largest telescope in the world. It's 305 meters across for the primary reflector. That reflector is so big, that mirror is so big, that it can't be moved. The telescope is fixed to the Earth. So what we can see at any one time changes as the Earth turns, and we can point it around a little bit by moving the camera around. But basically the telescope points pretty much straight up, and we just look at whatever passes by. The Arecibo one is the only radio telescope that works that way. Quel type d'observation vous faites ici à Arecibo? With this telescope, we observe our galaxy, we observe other galaxies, we observe pulsars. Vous dites pulsar. Qu'est-ce que c'est un pulsar? A pulsar is a dead star which has collapsed into a very small object. And as it collapses, its magnetic field, right, the Earth has a magnetic field, but as it gets smaller and smaller, the magnetic field gets stronger and stronger. And it makes sort of like a lighthouse beacon that turns around, and every so many seconds or milliseconds, it makes a flash towards us that we can see as a radio wave. And so what we see on the screen is just blips that go by every so many seconds. Personally, I observe the solar system, so I mostly take images of asteroids. Quel astéroïde avez-vous observé? I have a model of, we took radar images of it and made a model of it. This is a very unusual looking object. The actual asteroid is 200 kilometers across. It's made of steel, and so it's a dog bone up in space near the orbit of Mars, past the orbit of Mars, 200 kilometers long, and we have no idea how it is you would make something like this. Arecibo est très célèbre pour sa recherche de signaux extraterrestres. C'est le projet SETI, non? The SETI project is looking for intelligent life outside our solar system, anywhere else. We on Earth produce radio waves. We think maybe other intelligent life would produce radio waves too. So we can use our telescope to look for radio waves coming from another planet. So far we haven't seen any. But for example, if the Arecibo radar, the most powerful radar in the world, were on the other side of the galaxy, the Arecibo telescope could see it and tell that they were sending out signals. Yes, the bigger question is search for life in the universe. This is a fascinating topic. And so new correlator is getting built with the new computers in order to get more sensitivity, better survey.
So we can do search for extraterrestrial intelligence also with GMRT. That's one of my dreams also. We have observed a very distant galaxy, about 10 billion light years away. These galaxies are actually extremely faint in optical light. In other words, even if you use the most powerful optical telescopes, it's really hard to see because these are very faint. Now, why is it faint? It's because there's a lot of dust particles. There's a lot of dust in these galaxies. Using a radio telescope, radio waves are not absorbed by dust particles. So it penetrates through the dust. So we can directly see what's inside the galaxy. So by combining the radio image and the optical image, you have a whole picture of the galaxy. We detect lots of the pulsar glitches. Normally, pulsar is rotating very fast, but sometimes it could be faster than you predicted. We call it glitch, the pulsar glitch. And this is a way for us to understand the structure of the pulsars. Normally, we call the pulsars neutron star, but how the interior structure, what it is, what's the structure of it, we don't know. Vous travaillez aussi avec d'autres télescopes à travers le monde. It could be in European, it could be in China, it could be in Australian. For example, if we have one telescope in China, one in Europe, then we do the observations simultaneously. It's equivalent to a big telescope with the diameter same as the distance of the two telescopes. In this way, we get a very fine resolution, which means we can see the details of the universe. Discovery of the last century has been made by radio astronomer. The 3K emission of CMB, microwave background emission detected by American engineer. They receive very tiny emission on the space background, the background of sky. Later, of course, people, admitted that is the luminant of the Big Bang. So that provide very important evidence for the cosmological model of Big Bang. The molecular line emission in interstellar medium. So we detect
molecule in space, which rewrite the traditional theory of the life. We can also use the sensitive telescope to look for those possible existing aliens technology, to look for ET, to hear from far away, to hear from our possible neighbor in the universe. Toute personne qui a observé la Voie lactée en été a vu qu'il y a des morceaux de la Voie lactée qui sont sombres. C'est pas parce qu'il y a là pas d'étoiles, c'est simplement parce que les étoiles qui sont là sont obscurcies par des nuages interstellaires qui se trouvent entre l'observatoire et les étoiles qui sont derrière et qui bloquent la lumière optique. Le milieu interstellaire est la matière qui se trouve entre les étoiles, et cette matière est essentiellement composée de gaz atomique et moléculaire, mais ça comprend également une toute petite partie de poussière. Les molécules en particulier émettent un rayonnement. Toute molécule a une signature propre à elle-même qu'on peut immédiatement reconnaître une fois qu'on a une ou deux fréquences ou trois fréquences, des raies d'émission, comme on appelle ça, dans le domaine millimétrique. Qu'est-ce que c'est le domaine millimétrique? C'est une toute petite portion du spectre total de l'énergie émise par un corps céleste qui va des rayons gamma jusqu'aux ondes métriques dans la radio, en passant par les rayons X, par l'ultraviolet, par le visible que vous connaissez bien, puisque tout le monde voit le visible, le soleil, et l'infrarouge qui est le rayonnement thermique. Et donc le millimétrique, qui est cette toute petite portion de spectre, est coincé entre le rayonnement thermique infrarouge et l'émission radio. Le domaine millimétrique permet d'étudier des objets qui sont extrêmement lointains, qui sont parmi les premiers objets qui ont été formés dans l'univers, donc à la frontière, juste après ce qu'on appelle les âges sombres de l'univers. On est capable, en fait, aujourd'hui, d'observer ce genre d'objets. Et le plateau de Bure a, par exemple, étudié en détail la matière autour d'un trou noir qui a été formé 800 000 années après la naissance de l'univers. Donc un objet qui a quelque chose comme 13 milliards d'années, qui est vieux de 13 milliards d'années, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qu'on peut observer puisque la lumière met autant d'années à parvenir jusqu'à nous. Donc c'est un peu comme si on était des historiens ou des archéologues, mais avec ce bénéfice qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, eh bien on voit comment les personnes ou comment les objets vivaient à cette époque. On les voit vivre. Donc c'est une machine à remonter le temps. Pour vous donner une idée, ces objets sont tout à fait extraordinaires. Ils formaient des étoiles avec un taux de formation de l'ordre de 1000 masses solaires par an, ce qui veut dire en d'autres termes que de tels objets formaient quelque chose comme 3 soleils par jour. Une des choses très très importantes dans la vie d'une étoile jeune, c'est que la matière qui n'a pas été utilisée pour former l'étoile elle-même se trouve en fait distribuée autour de l'étoile sous la forme d'un disque, appelé disque circumstellaire, et à partir duquel on pense que se forment les planètes. Le plateau de Bure en fait permet d'étudier ces disques autour des étoiles jeunes et de regarder en fait la manière dont ces disques évoluent, comment ils tournent. Alors on s'aperçoit par exemple qu'ils tournent autour de l'étoile de la même manière que le cortège des planètes tourne autour du Soleil. On peut par exemple également observer des molécules différentes et commencer à faire ce qu'on appelle l'astrochimie dans ces disques et comprendre en fait la complexification de l'enrichissement chimique autour de ces étoiles. Évidemment, le rêve là est de pouvoir observer des molécules de plus en plus complexes. Aujourd'hui, on observe des molécules qui sont relativement simples, mais le rêve ultime est de pouvoir observer des molécules qui sont disons, des blocs de formation de la vie. Mais les antennes travaillent séparément ou ensemble? Ces antennes sont distribuées sur 2 rails de 760 mètres, travaillent en réseau et regardent ensemble la même source céleste. C'est un peu comme si vous aviez une antenne unique d'un diamètre de 760 mètres. Mais qu'est-ce qui se passe entre les antennes? Vous avez un manque? On utilise la rotation de la Terre, la source ne bouge pas, la Terre bouge, les antennes bougent par rapport à la source, et petit à petit remplissent ce plan et échantillonnent avec de plus en plus d'informations. Il est possible
d'utiliser l'interféromètre du plateau de Bure avec d'autres télescopes comme un ensemble dans d'autres pays européens. On peut aller beaucoup plus loin, on peut aller sur un autre continent, aux États-Unis, voire à Hawaï. Et de telle manière, en fait, on a une ligne de base qui fait plus 700 mètres, mais qui fait de l'ordre de 20 000 km. Avec une ligne de base de 20 000 km, on a une résolution angulaire, une finesse qui est infiniment meilleure. Et pour vous donner une comparaison, actuellement avec le plateau de Bure, dans les meilleures conditions, on peut atteindre à une résolution angulaire qui permettrait de distinguer 2 pièces de 1 centime à 5 km de distance. Avec les instruments, les télescopes qui travaillent en réseau, en utilisant ceux d'Hawaï et des États-Unis, il est possible en fait de distinguer 2 balles de golf sur la Lune. Dans un futur assez proche, au Chili, sur un plateau désert à 5000 mètres d'altitude, donc à une altitude 2 fois plus élevée que le plateau de Bure, qui est à 2500 mètres, il y a le projet fantastique qui s'appelle ALMA, Atacama Large Millimeter Array, qui est en train de se construire et qui aura 50 antennes de 12 mètres et des antennes supplémentaires japonaises, en particulier 4 antennes de 12 mètres et des petites antennes de 7 mètres. ALMA est un instrument qui permet d'avoir accès, à cause du terrain même de l'Atacama, qui est un plateau qui, contrairement au plateau de Bure qui fait 2 km, là fait 14 km, de pouvoir éloigner donc, les antennes jusqu'à 14 km et avoir une résolution angulaire très 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 bonne. Les grands thèmes porteurs scientifiques du projet ALMA, c'est 2 choses. C'est de comprendre en fait les disques autour des étoiles et comment se forment les étoiles. Et l'autre chose, c'est l'étude des premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. Qu'est-ce qui tient le monde? Qu'est-ce qui tient les planètes, les étoiles, les galaxies ensemble? Ni trop près, ni trop loin. Pourquoi elles ne tombent pas? Mais elles tombent. Elles tombent à cause de la vitesse acquise. Les galaxies tombent, la Terre tombe sur le Soleil, la Lune tombe sur la Terre. Ce qui fait que les étoiles, les planètes, les satellites artificiels, elles ne tombent pas les uns sur les autres, est un équilibre entre la vitesse acquise et la force qui s'exerce entre eux, la force de gravitation. Cette force est universelle, elle est attractive, et si rien ne vient la compenser, c'est l'effondrement, par exemple, jusqu'au trou noir. Si la Terre ou le Soleil ne s'effondrent pas sur eux-mêmes sous l'effet de cette force, c'est parce que la pression des roches dans un cas, la pression du gaz dans l'autre, contrebalance l'effet de la gravitation. Pression du gaz, pression des roches, il nous faut introduire une autre force. C'est cette force même qui tient votre corps, le mien, qui lui donne sa forme. C'est la force électromagnétique. Elle est responsable de l'organisation de la matière à l'échelle atomique. Sans cette force électromagnétique, la Terre ou le Soleil s'effondreraient sur eux-mêmes sous l'effet de la première force, la gravitation.
Une troisième force intervient aussi dans le noyau de l'atome. Et il n'y aurait pas de noyau, donc pas d'atome, si une troisième force ne venait pas tenir les protons ensemble, contrebalançant l'effet de la force électromagnétique. C'est la force nucléaire. Trois forces donc qui tiennent le monde à différentes échelles. Galaxies, matière de la vie quotidienne, noyau des atomes. Aujourd'hui, trois forces. Hier, dans le passé de l'univers, peut-être une seule. Il Sole è nato qualcosa come 5 miliardi di anni fa dal collasso di una nube di polvere interstellare. Dopo questo collasso inizialmente è riuscito ad innescare i processi di fusione termonucleare che attualmente ancora alimentano il Sole. Il Sole adesso è appunto nella sua fase di vita intermedia che durerà ancora più o meno altri 5 miliardi di anni. E sta bruciando idrogeno. Sappiamo che il suo nucleo infatti è molto caldo, qualcosa come 15 milioni di gradi. E questo permette al Sole appunto di trasformare l'idrogeno in elio e con questa trasformazione si ottiene molta energia. Non sarà sempre così. A un certo punto il Sole non avrà più abbastanza idrogeno da bruciare e incomincerà a cambiare, e cambierà sensibilmente, si espanderà in quella che viene chiamata attualmente una gigante rossa, e quindi la sua superficie visibile arriverà più o meno dove è adesso la Terra. La sua superficie sarà molto più fredda, però sarà estremamente più luminoso per noi, perché le sue dimensioni sono cresciute enormemente, e quindi la Terra sarà un po' in crisi in quel momento. Diciamo che non sarà un posto abitabile. Fortunatamente abbiamo tempo, insomma, 5 miliardi di anni. Dopo essere cresciuto così, appunto di essere diventato così grande e aver iniziato a bruciare l'elio, il Sole piano piano perderà una grossa parte della sua massa, andrà via in quella che si chiama una perdita di massa, e resterà al centro un piccolo corpo che viene chiamato una nana bianca, che piano piano si spegnerà. Quindi il Sole non avrà una morte gloriosa come con una supernova, resterà lì piano piano a spegnersi per altri miliardi di anni. Possiamo utilizzarlo come un laboratorio, è l'unica stella che è qui vicino, diciamo, e quindi tutte le nostre idee, tutti i nostri concetti che abbiamo sulle stelle devono essere in qualche modo verificati sul Sole. Si intravedere là in bridge. Da lì non si intravede.
The sun is so close to us, or the other way around, we are close to the sun. We can detect things which we would never see on other stars. So we see its surface, we see sunspots now. Recently, during the last 2 decades, star spots have been detected, but only because we know stars should have spots like the sun. So stars are other suns for solar systems, stellar systems, but from the sun we can learn much about other stars. The sun is a quite normal star among the 150 billions of stars in our galaxy. It's a medium star. It's not small. It's quite comfortable size. We learn from meteorites, that is very old material, from comets. We learn how old these gases and these stones are. And the solar system is as old as these meteorites. The age is 4.5 billion years. That is very old. And it will live for another 4.5 billion years. So we have plenty of time. $4.5 billion years ago, there was a big nebula of gas and dust, and part of it collapsed, maybe pushed by intergalactic winds from a supernova. The gas got compressed and collapsed then by self-gravitation. So the particles attracted themselves to build a star, small stars, big stars. And one of the stars was the sun. We can see these processes still today happening, for instance, in galactic nebulae like Orion Nebula. And first there was a rather large gas ball, that contracted and contracted until it became very hot inside and the contraction stopped. This was then the birth of the sun. L'astronomie, ce n'est pas une science. C'est une science de l'observation, c'est une science du regard. L'idée de l'astronome, c'est quand même faire des images. L'astronome ne fait pas d'expérience. Tous les autres scientifiques font des expériences. Les physiciens des particules cassent des particules, puis ils regardent ce qui se passe. Les gens qui s'intéressent aux insectes enlèvent une patte à une puce et s'aperçoivent qu'elle ne peut plus sauter. Enfin, on fait des expériences. Où on met de l'électricité sur une grenouille, on voit qu'elle s'agite, donc on se doute que l'électricité doit agir sur les muscles. Enfin, l'astronome ne fait pas d'expérience, il regarde. Il y a autant de galaxies dans l'univers visible qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, c'est-à-dire entre 10 et 100 milliards. On sait que dans notre propre galaxie, il y a à peu près 3 étoiles massives par siècle qui s'effondrent, qui voient leur cœur s'effondrer. Ça s'appelle des explosions de supernova qui peuvent devenir un trou noir. Un effondrement sur 1000 fait des sursauts de lumière tellement intenses qu'on peut les voir n'importe où dans l'univers, même aux confins de l'univers. Ce sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang. Actuellement, il y a en orbite un satellite qui a détecté le sursaut le plus lointain jamais vu. Il s'est produit alors que l'univers avait 600 millions d'années. Il en a 13 milliards et demi. Ça veut donc dire que la lumière s'est propagée pendant plus de 10 milliards d'années. Vous pensez bien qu'en se propageant dans l'univers, elle est quand même passée à travers des choses. Elle a traversé peut-être des zones où il y a du gaz primordial légué par le Big Bang. Donc on aura une chance de l'analyser. Elle s'est peut-être courbée au voisinage d'amas de galaxies. Donc vous aurez une analyse de la matière interstellaire qu'il y a dans ces galaxies. Ça, c'est inimaginable d'étudier la composition des galaxies qu'on ne voit même pas. Quand un sursaut gamma se produit, il produit dans le domaine des rayonnements lisibles, les rayonnements perceptibles à notre œil. Pendant quelques temps, quelques secondes, 20 secondes, ils sont aussi lumineux que toutes les étoiles de l'univers réunies. Donc ça dépasse l'imagination. Ce sont
il y a une puissance rayonnée fabuleuse. Donc déjà, comprendre cette machine, c'est comprendre en gros la machine ultime de l'univers. On voit en moyenne un sursaut gamma par jour qui signe donc l'effondrement du cœur d'une étoile massive quelque part dans l'univers, mais n'importe où. En général très loin. Vous voulez dire qu'un sursaut gamma, c'est la signature d'un trou noir? C'est la signature d'un trou noir sur lequel tombe de la matière. Aussi loin qu'on remonte dans le passé de l'univers en observant justement des phénomènes les plus lointains possibles, on sait qu'il y a eu une première étoile, une première génération d'étoiles. Cette première génération d'étoiles a sans doute fait le plus gros des éléments qui sont l'azote, l'oxygène, le carbone. Si vous disséquez un être humain, vous trouvez d'abord ça. C'est les étoiles qui ont fait tout ça. Non seulement elles l'ont fabriqué au sein de leur cœur, mais comme elles ont eu la bonne idée d'exploser, elles ont tout répandu. Un des objectifs d'étudier ces sursauts gamma, c'est qu'on va détecter les premières étoiles. Puisqu'un sursaut gamma trace la fin de l'évolution d'une étoile massive, comme on est capable non seulement de détecter ces événements, mais de dire à quelle distance ils sont, ou plutôt à quel âge ils se sont produits dans le passé de l'univers, il y a un moment où on n'en verra plus. Avec le sursaut gamma, on verra le début de cette aventure. On verra le début du moment où l'univers s'est enfin décidé à fabriquer les éléments à partir duquel se sont formées les autres étoiles, et à partir duquel se sont formées les planètes qui sont autour, et à partir duquel se sont formés les gens qui sont dessus. Donc c'est le début de l'histoire. La Terre est bombardée en permanence de particules, par exemple, qui vous traversent en ce moment. Vous êtes traversé à raison d'une particule par centimètre carré et par minute, qui s'appellent des muons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ces muons sont produits par l'interaction, par la collision dans la très haute atmosphère de protons ultra rapides. Et ces protons ultra rapides, quand ils cognent la haute atmosphère, ils font des bouffées de muons qui, eux, nous traversent gentiment. Incidemment, c'est des rayonnements ionisants dangereux. Donc, plus on monte, plus on est ionisé. Ces rayonnements ionisants contribuent pour à peu près 50% de l'ionisation naturelle. Le reste, c'est la radioactivité des roches. Donc, c'est sans doute ces rayonnements ionisants qui viennent du ciel et sont en partie responsables de l'évolution des espèces, qui font que des petites algues bleues de l'océan primitif, on est arrivé à fabriquer des individus. Alors pour le détecter, on a fait des instruments formidables, notamment dans la Pampa argentine. Il y a un instrument qui s'appelle Auger, qui détecte ces particules ultra énergétiques. Eh bien, il y a de fortes chances que ce soit des sursauts gamma qui les fabriquent. Ici, dans la Pampa argentine, vous observez des rayons cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique? Les rayons cosmiques sont des particules qui sont émises quelque part dans le cosmos. Pour certaines, très proches de nous, dans le Soleil, mais en fait, pour la plupart, elles viennent soit de la galaxie, soit de galaxies étrangères à la nôtre. C'est de la lumière ou de la matière? On peut parler de rayons cosmiques pour les photons de très hautes énergies. On appelle ça des rayons gamma. Là, c'est de la lumière, mais pas visible, mais ce sont des photons, donc de la lumière. Mais beaucoup des rayons cosmiques sont des particules chargées, donc là, c'est de la matière, et non pas de la lumière, et donc des protons, des électrons, des muons produits dans l'atmosphère, et puis des noyaux, du carbone, de l'oxygène, et puis du fer. Comment faites-vous pour les observer? Ce qu'on utilise, c'est le fait que ces rayons cosmiques qui ont une très très haute énergie, leur énergie est dégradée dans l'atmosphère, et donc d'une particule qui arrive au sommet de l'atmosphère, on a des centaines de milliards de particules au sol, réparties sur une grande empreinte de plusieurs kilomètres carrés. Et on a disposé des détecteurs. Ces détecteurs, ce sont en fait des cuves remplies d'eau. Et quand les particules traversent ces cuves remplies d'eau, elles émettent un petit peu de lumière, et on peut mesurer cette lumière qui est bleue. Et donc, dans nos petites cuves, nos petites piscines remplies d'eau pure, il y a en fait des détecteurs de lumière, elles sont toutes bien fermées, il fait un noir absolu là-dedans. Et quand les particules passent, on a un petit flash de lumière et des détecteurs qui mesurent ça. On a ces cuves réparties dans la Pampa, 1600, une cuve tous les kilomètres et demi. Il y a 1600 cuves, ça couvre 3000 km².
Les rayons cosmiques tombent, ils font une tache qui font une dizaine, une vingtaine de kilomètres carrés. Ils touchent comme ça plusieurs cuves. Donc on a un échantillonnage de la cascade de particules au moment où elle arrive au sol. Et puis on a un autre système de détection qui lui ne marche que la nuit, sans lune, par nuit claire. Ce sont des télescopes qui regardent en fait la cascade se développer dans l'atmosphère. The name of the town is Yangbajin. It is 4,300 meters above sea level. Our observatory is located about 90 kilometers in the northwest from the Lhasa, the capital of Tibet. Comme en Inde ou dans la pampa argentine, vous observez les rayons cosmiques. Qu'avez-vous découvert? People now think that this cosmic ray is accelerated because they are very high energy. So that is why we want to understand whether the cosmic ray is really accelerated from some other exotic process. We look forward that we can see something, but nature is something we cannot predict, so we do not really know whether we are lucky or not. We observed about 40 billion cosmic ray events. So from some region, the cosmic ray is more intense, and from some other region, we find the cosmic ray is less. The interpretation from this result is that this cosmic ray plasma is co-rotating with our solar system. So just like our solar system is rotating about the galactic center, this cosmic ray plasma is also rotating with our solar system. Les astronomes vont sous la Terre ou sous les mers pour observer le ciel, pour observer des neutrinos. Pourquoi sous la Terre? Qu'est-ce que c'est un neutrino? Les neutrinos, ce sont aussi des particules en une forme de rayonnement, et on a tout lieu de penser que l'univers est rempli d'un rayonnement de type neutrino.
La caractéristique d'un neutrino, c'est de traverser des grandes quantités de matière sans être arrêté. Donc on va aller sous les montagnes, par des tunnels, ou bien sous la mer pour observer les neutrinos. On se protège de toutes les particules qui arrivent du dessus pour ne pas être noyé dans le détecteur par un tas de particules. Une fois qu'on s'est protégé de celles du dessus, pour être sûr que c'est des neutrinos, on va prendre que celles qui viennent du dessous et qui remontent et qui ont traversé toute la Terre pour arriver par le tunnel ou arriver dans la mer. On a vu une supernovae en 1987 et pour la première fois on a vu les neutrinos qui venaient d'une explosion d'étoiles. C'est le cœur de l'explosion qu'on a vu. Donc on voit bien que c'est une astronomie qui est complémentaire de la lumière parce que la lumière provient de la surface des choses, les neutrinos proviennent du cœur des choses. Et donc en alliant ce qu'on voit à la surface et ce qu'on voit au cœur, on comprend mieux les objets. C'est dans cette piscine remplie de détecteurs que vous observez les neutrinos? Right. Neutrino doesn't have charge, so it doesn't make any signal by itself. But once it recoils something with charge, we can observe scintillation light. So our detector is sensitive to very tiny photons. Neutrino is very light. It's like ghost. Neutrino fills the universe and it dominates the universe. À Antares, on cherche des neutrinos cosmiques. Les neutrinos sont des particules qui interagissent extrêmement faiblement. On s'intéresse aux particules qui interagissent très faiblement parce qu'elles peuvent venir de très loin et avoir été assez peu perturbées pendant leur voyage. Un faisceau de neutrinos qui traverse la Terre, seuls quelques neutrinos vont interagir. Et donc, pour capturer quelques-uns de ces neutrinos, l'idée est d'utiliser toute la Terre comme détecteur. Vous dites capturer des neutrinos. Comment ça, capturer? Qu'est-ce que ça veut dire capturer? Ça veut dire que le neutrino va interagir avec la matière pour former ce qu'on appelle des muons, qu'on va détecter dans la mer. Alors pourquoi dans la mer? C'est pour s'affranchir de l'ensemble des rayons cosmiques. Il y a plein de muons dans les rayons cosmiques. Et donc ces détecteurs sous-marins sont dans l'eau pour se protéger, comme on avait dit. Et le télescope Antares, qui est au large de Toulon, observe les neutrinos qui nous arrivent du ciel de l'hémisphère sud. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? C'est un petit peu comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, il y a des rides qui vont se former. Alors ça ne va pas être à la surface de l'eau, ça va être des rides qui vont déformer l'espace-temps et vont se propager dans tout l'univers. C'est ça qu'on étudie avec les ondes gravitationnelles qui n'ont jamais été observées directement. Le but ultime étant d'avoir des informations sur ce qui s'est passé juste après le Big Bang, où il y a eu aussi production d'ondes gravitationnelles primordiales, et où là, on pourrait remonter vraiment à des époques, non pas 400 000 ans après le Big Bang, comme on le fait avec les photons, mais vraiment juste après le Big Bang, là au moment où ces ondes gravitationnelles primordiales ont été produites. Mais comment sont-elles produites? On pense que lorsqu'on a un phénomène très massif dans l'univers qui est avec un effondrement d'étoiles, ou bien une explosion, ou bien la coalescence de deux étoiles qui vont former un trou noir, la violence du phénomène est telle qu'elle fait une distorsion de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a une onde qui va se propager dans tout l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est ce phénomène de distorsion de l'espace-temps. C'est quand même pas banal de dire que l'espace et le temps, c'est pas quelque chose qui est un décor planté toujours en dehors de nous.
mais qu'en fait, il interagit, ce décor, avec la matière qui est dedans. Donc, ce n'est pas simplement l'espace-temps, c'est la matière-espace-temps qui font un ensemble qui dialogue l'un avec l'autre. La matière distord l'espace et le temps. Comment faites-vous pour observer une onde gravitationnelle? Pour observer ça, on fait ce qu'on appelle des interférences. Donc on prend deux lasers gigantesques, entre 3 km de long. Le faisceau se propage sur 3 km. Ils arrivent de manière perpendiculaire l'un à l'autre, ils se rencontrent et on fait une frange d'interférence. Et normalement, lorsque passe une onde gravitationnelle, eh bien cette frange doit être secouée. Vous n'en avez jamais observé. Comment êtes-vous sûr qu'elles existent? Nel 74 è stato scoperto un sistema fatto di due stelle che ruotano l'una rispetto all'altra, che invece di avere un'orbita che eternamente avrà sempre lo stesso diametro, con le due stelle sempre alla stessa distanza, si è potuto vedere che in maniera molto molto piccola queste due stelle si avvicinano l'una rispetto all'altra, perdendo energia. La perdita di energia è perfettamente compatibile con le previsioni della teoria. Quindi noi abbiamo già un'evidenza che viene nell'universo dell'esistenza di onde gravitazionali. Ciò che vogliamo fare è studiare questi segnali per andare a vedere come sono fatte le sorgenti e scoprire i sistemi più strani che possono trovarsi nell'universo, sistemi che subiscono tipicamente una fine molto, molto violenta, come l'esplosione di una supernova, oppure lo stadio finale appunto di due stelle che spiraleggiano l'una rispetto all'altra e pian pianino si avvicinano, ruotano a centinaia di volte al secondo e poi si toccano e la loro materia poi si disperde nell'universo. Au départ, l'univers, il y avait essentiellement de l'hydrogène, de l'hélium. Il n'y avait pas d'éléments lourds. Il y a les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles qui fabriquent les éléments lourds. Et quand une étoile est suffisamment massive, elle explose pour donner une supernova et elle envoie dans le milieu interstellaire les éléments lourds. C'est à partir de ces éléments lourds que se forment les poussières. Au départ, dans l'univers, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait que du gaz. Et s'il y a des poussières, ça veut dire que ce n'est pas les premières étoiles. Il y a déjà eu les premières étoiles qui les ont faites. Le satellite Herschel va pouvoir voir des poussières froides. Où sont ces poussières? C'est vraiment dans les premières, par exemple, dans les premières phases de formation d'étoiles. Quand une étoile se forme, elle se forme à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière, et il y a des petites perturbations gravitationnelles et des petites fragmentations de nuages qui vont donner l'étoile. Mais l'étoile n'est pas encore allumée. Donc au départ, il n'y a pas grand-chose qui chauffe ces poussières. Elles sont très froides, il n'y a pas d'étoile au centre qui peut les chauffer. Pour les voir, il faut aller dans l'infrarouge lointain avec Herschel, qui nous permet de mieux connaître la poussière et comment elle est répartie autour des étoiles ou dans les nuages où se forment les planètes. Le satellite Herschel verra ces premiers stades de formation d'étoiles. Et la formation d'étoiles, c'est quand même quelque chose de capital dans l'évolution des galaxies. En gros, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il forme des étoiles. On est tous poussière d'étoiles. On voit des choses maintenant extraordinaires qu'on n'aurait jamais pensé il y a 10 ans. On a vu une réaccélération de l'univers. Il y a eu le Big Bang, il y a eu la structuration de l'univers, formation des galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Cette expansion a tendance à se ralentir avec le temps. Et on s'est aperçu qu'au bout de quelques milliards d'années, les galaxies se sont mises à s'éloigner les unes des autres plus rapidement qu'avant. Et ça, on ne sait absolument pas pourquoi. Donc on invoque une énergie noire. Quand on ne sait pas quelque chose, on dit c'est noir, c'est sombre. On sent qu'on est à un moment charnière où il y a quelque chose qui ne marche pas dans la physique. C'est pas normal que 95% de l'univers soit fait d'énergie noire, de matière noire, c'est-à-dire de choses qu'on ne sait absolument pas. Il n'y a que 5% qui sont la matière visible, la matière qu'on connaît. On ne sait pas, mais on va essayer d'en savoir plus. On fait des grands accélérateurs, le LHC, on va peut-être créer de la matière noire dans ces accélérateurs. On voudrait voir des choses qui nous disent « Ah ben votre théorie, elle n'est pas bonne ». C'est ça qui est important. C'est pas vérifier la théorie, c'est la mettre en défaut. Parce qu'on pense qu'il faut vraiment que la théorie soit en défaut quelque part pour expliquer ce qu'on voit dans l'univers, matière noire, énergie noire. Le LHC pourra, c'est pas sûr.
Qu'est-ce que vous faites au LHC? Vous cherchez une autre matière, de la matière noire? Dans notre recherche, le point qui est important est finalement d'aboutir à une compréhension qu'on imagine globale et totale de l'ensemble des mécanismes qui créent de la matière et qui gèrent ces interactions. La relation d'Einstein dit que l'énergie ou la matière sont deux volets qui se transforment l'un dans l'autre. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est d'accélérer des particules simples à une certaine énergie et faire en sorte que dans le vide, ces particules rentrent en collision avec toute l'énergie qu'on leur a fournie. Et donc, on crée à l'endroit de la collision une densité d'énergie très grande et qui est d'autant plus grande, évidemment, que l'accélérateur a permis de les accélérer à une grande énergie. Et lors de cette création d'une densité d'énergie, nous retrouvons ce qui s'est passé au niveau du Big Bang ou tout de suite après, c'est-à-dire une grande densité d'énergie qui peut créer de la matière, de telle manière à créer des particules de masse de plus en plus grande qu'on a besoin d'identifier pour justifier la matière noire dont nous parlions. Le LHC est certainement le plus grand accélérateur qui ait jamais été construit par l'homme, 100 mètres sous terre, un cercle de 27 km de périphérie, entrecoupé de 8 portions en ligne droite. Pour que les faisceaux se collisionnent face à face, nous aurons accès ainsi à des particules qui peuvent être nouvelles, qui peuvent être des découvertes. Et c'est là où nous espérons découvrir la matière noire et montrer de quoi il s'agit. Le satellite Herschel va observer la formation des étoiles. Vous travaillez sur le satellite Planck. Vous allez faire une image des premiers instants de l'univers, une image de la toute première lumière. It's a picture in a very special light that we call the cosmic microwave background. It's a light that was emitted by the universe when it was very, very young. And therefore, when we take a picture of this light, we are essentially looking back to the very beginning of the universe. There's a lot of things we can do with this picture. Primarily, we're going to try to essentially determine the properties at that time, the physical properties. For example, what kind of particles there were at the time. What was the distribution of matter? Of course, it was not completely homogeneous, so we're going to map that out. And what is the relation between matter and energy and light? By doing that, we are going to find out, what were the basic characteristics of the universe at that time. That we think we might be able to do is to try to find out the traces of inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? Inflation is a phenomenon that is supposed to have happened at the beginning of the universe. That in fact caused it to happen. Yeah? And it is essentially a theoretical idea, but that fits many observations very well. And we would like to confirm that it happened, because nobody has confirmed that it happened so far. And there is a very specific prediction related to inflation that says it will leave a very special mark on this light, on this cosmic microwave background. It's very faint, it's difficult to see, and therefore the previous observatories have not been able to find it so far. We know today we have essentially 3 large constituents in the universe. There's normal matter, dark matter, and dark energy. And these 3 interact in some ways, and they leave their own imprints in the cosmic microwave background. So by measuring this cosmic microwave background, we can certainly look back and determine how much of each there was. And we hope that with Planck we are able to find that.